Ouais, bonjour à tous. Donc, comme Colline l'a dit, Benoît, donc aiguilleur à la gare d'Austerlitz, candidat dans la 9e circonscription. Je vais d'abord vous parler un petit peu de la situation à la SNCF, qui est malheureusement la même que dans beaucoup d'autres entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. C'est-à-dire que c'est des suppressions de postes en pagaille et c'est une situation de sous-effectif permanent organisée par la direction. C'est pour cette raison, par exemple, que sur beaucoup de lignes de RER, vous avez des trains qui sont supprimés parce qu'on n'a plus suffisamment de conducteurs pour tenir la charge de travail, pour pouvoir l'absorber. C'est aussi chez les contrôleurs et nos collègues qui travaillent au guichet, bien souvent des collègues qui se retrouvent tout seuls face aux voyageurs qui sont excédés, parfois des collègues qui sont agressés, comme c'est arrivé encore il y a quelques jours dans un train qui revenait à Austerlitz. Et puis, pour tous les cheminots, ce manque d'effectifs, ça se traduit bien sûr par des congés refusés, ça se traduit par des plannings qui sont modifiés au dernier moment, parfois la veille pour le lendemain. Et puis, parfois plus grave et même dramatique, ce manque d'effectifs, il peut conduire à des situations catastrophiques. Par exemple, on a des camarades à Villeneuve-Saint-Georges qui travaillent à la voie, qui réparent et qui entretiennent le réseau, et qui ont découvert une éclisse, vous savez, cette pièce métallique qui sert à relier les rails entre eux, qui ne tenait plus que par un seul boulon. C'est-à-dire exactement la même situation qu'en 2013, quand un train avait déraillé à Brétigny et avait causé plusieurs morts. Voilà, tout ça parce que les tournées de vérification sont de plus en plus espacées, parce que là aussi on n'a plus les effectifs pour absorber la charge de travail. Alors dans l'ensemble de l'entreprise, la productivité, elle a été multipliée par 10 en 40 ans. On est passé de 450 000 cheminots à 150 000 pour 3 fois plus de voyageurs dans le même temps. Et puis la SNCF aujourd'hui, c'est aussi des réorganisations et des restructurations qui succèdent à un rythme effréné. Tout ça pour augmenter la polyvalence, pour qu'on soit plus que 5 ou 6 à faire le travail, là où auparavant on était une dizaine ou une douzaine. Mais parfois ces réorganisations, c'est même simplement pour éclater les collectifs de travail, pour que chacun soit dans son coin, pour que chacun défende ses intérêts particuliers, au lieu de se battre tous ensemble. Et c'est aussi pour ça qu'on assiste à une multiplication des différents contrats à la SNCF. Alors en plus des cheminots au statut, on en a beaucoup maintenant qui sont en intérim, on a des contractuels qui sont en CDD ou en CDI, on a même maintenant des emplois d'avenir. Et on essaie de nous mettre en concurrence les uns contre les autres et de dresser les cheminots de la SNCF contre ceux des entreprises privées, contre ceux de la sous-traitance ou contre ceux des filiales. Et pour faire passer cette politique, la direction de la SNCF, elle menace et elle sanctionne tous ceux qui lui résistent. Hier, on était encore plusieurs centaines à un rassemblement pour soutenir Nathalie Pradel, qui est une militante de Sudrail, et qui passait en conseil de discipline ce jour-là. Et donc si vous voulez savoir ce que la direction lui reproche, c'est d'avoir utilisé l'ordinateur de sa chef. Elle a été surprise, la souris à la main, et ça a suffi pour la traîner devant un conseil de discipline. Et parfois même, cette répression, elle peut conduire des militants à commettre l'irréparable. Je pense à Édouard Postal, militant à Saint-Lazare, qui s'est suicidé le 11 mars dernier. Alors lui, on lui reprochait d'avoir un regard menaçant, d'avoir un comportement anxiogène vis-à-vis de sa hiérarchie. Ah ça, c'est sûr que les chefs, ils n'aiment pas quand on baisse pas la tête. Et le comble du cynisme, c'est que le jour du rassemblement pour lui rendre hommage, la direction faisait tourner dans les services tous ces petits chefs haillons pour aller dire aux collègues que s'ils allaient au rassemblement, ils seraient considérés en absence irrégulière et qu'eux aussi ils seraient sanctionnés. Alors, cette politique du grand patronat et des gouvernements, c'est la même partout en réalité, que ce soit à la SNCF ou ailleurs, que ce soit dans le public ou dans le privé. Et c'est contre cette politique que se battent tous nos camarades. Que ce soit Philippe Poutou à l'usine Ford de Blanquefort qui est menacé de fermeture, Yazid à l'hôpital de Bray ou encore Olivier à la Poste. Alors voilà, heureusement, face à toutes ces attaques, il y a quand même des réactions. Parfois, c'est simplement des discussions entre collègues, parfois c'est des pétitions, des envahissements de réunions avec la direction, parfois c'est même des débrayages et des journées de grève. Je pense par exemple aux cheminots des ateliers des Ardoines qui ont réussi à arracher des augmentations de salaire dernièrement au mois de mars. Autre exemple, des cheminots du triage de trappe qui ont réussi à imposer des embauches à leur direction locale. Et même ces élections, en réalité, elles ont été marquées par ces réactions du monde du travail. Cette année, c'est les salariés de l'usine Whirlpool à Amiens qui se battaient pour sauver leur emploi pendant la présidentielle. Et puis, c'était les salariés de GMS pendant les législatives. Alors voilà, faire de la politique pour nous, évidemment, c'est travailler les consciences de nos collègues à partir de ces réactions, partout où on est présent. Alors on serait content d'implanter le NPA à l'Assemblée nationale, même si pour cette année on ne se fait pas trop d'illusions, mais ça nous permettrait de dénoncer ce qui se passe là-bas. On a une expression pour ça, on dit souvent qu'on serait les yeux et les oreilles des travailleurs au sein du Parlement. Mais ce dont on a encore plus besoin en réalité, c'est d'implanter nos idées dans tous les lieux de travail, là où s'organise la résistance, à la Pitié-Salpêtrière, à la gare d'Austerlitz, dans les dépôts RATP, à la BNF, pour donner des exemples locaux.
Parce que la présence de notre courant révolutionnaire, elle a son importance, et elle a eu son importance, par exemple, l'année dernière, pour un mouvement contre la loi travail. Contre la loi travail et le décret socle à la SNCF. Quand on a vu qu'une fraction des travailleurs qui a relevé la tête, qui s'est battue pendant des mois contre le gouvernement précédent, et parfois même on a été les premiers surpris de voir des collègues s'investir et devenir des militants de la grève. Parce qu'il faut bien dire qu'avant que ce mouvement commence, c'était plutôt le calme plat niveau mobilisation, en tout cas à une échelle nationale, et les directions syndicales, elles portent une sacrée part de responsabilité dans cette situation. D'une part parce qu'elles n'ont pas cherché à mettre en garde les travailleurs au moment où François Hollande est arrivé au pouvoir, et ensuite parce qu'elles n'ont pas cherché à mobiliser largement quand les premières attaques de ce gouvernement sont arrivées. Et ça continue encore aujourd'hui. Dès que Macron les invite, soi-disant, pour négocier, alors on se demande bien ce qu'ils vont négocier dans ces réunions, toutes les directions syndicales, elles se sont précipitées en faisant croire qu'il pouvait ressortir quelque chose de positif de ces discussions. On a Laurent Berger, par exemple, secrétaire de la CFDT, qui nous a annoncé qu'il était prêt à signer, en disant, de toute façon, le gouvernement, il va nous l'imposer, son programme. C'est son programme. Alors, comme on dit toujours, quand on se bat, évidemment, on n'est jamais sûr de gagner, mais si on accepte les reculs d'avance, là, on est sûr de perdre. Mais c'est pas le seul. On a aussi Jean-Claude Mailly, pour FO, qui a dit qu'il y avait des marges de manœuvre, des marges de discussion. Martinez, pour la CGT, qui nous explique qu'il faut prendre le temps de la discussion. Alors, c'est tout ce qu'elles ont à dire, les directions syndicales, au moment où Macron et son gouvernement annoncent qu'ils vont foncer comme des bulldozers dès que les élections seront passées. Ah, ça, c'est sûr que quand on les siffle, ils accourent. Mais ça dépend de qui siffle. Nous, par exemple, les cheminots, l'an dernier, pendant le mouvement contre la loi travail, on leur a fait savoir par tous les moyens qu'on voulait une vraie grève dès le début du mouvement au mois de mars. Et rien, pas de réponse. Alors on a fini par se dire qu'on n'avait rien à attendre et à faire les choses nous-mêmes. Et c'est en s'organisant dans des comités de mobilisation ou dans des comités de grève, même si ça s'est fait à une échelle modeste, qu'on a commencé à décider nous-mêmes des choses. Qu'on a commencé à décider nous-mêmes quand est-ce qu'on devait commencer la grève et sur quelles revendications on devait se battre. Et on a montré que c'était possible de se mobiliser sans forcément attendre les consignes qui viennent d'en haut, de prendre nos affaires en main, comme le disait Philippe Poutou pendant la campagne présidentielle. Alors cette expérience qu'on est quelques-uns à avoir fait l'an dernier, elle a quand même son importance pour l'avenir, et elle pourra même être déterminante en cas de riposte généralisée du monde du travail. Parce que c'est ça qu'il faudra pour faire plier Macron, toute sa clique, et le grand patronat qui leur donne des ordres. Et puis une autre chose qui sera sans doute déterminante pour l'avenir, c'est que l'an dernier, pendant le mouvement, il y a eu des liens qui se sont créés entre des équipes militantes, entre des travailleurs de différentes entreprises, et avec la jeunesse aussi. Je pense aux étudiants, par exemple, qui ont été présents à quasiment chacune de nos assemblées générales à Austerlitz, qui sont même parfois venus en cortège dans les gares pour qu'on aille manifester ensemble. Je pense aux hospitaliers avec qui on a pris contact à Nuit debout, quand ils faisaient leur stand au Hôpitaux debout. Et je pense aussi à toutes les manifs et à tous les rassemblements dans lesquels on s'est retrouvés tous ensemble, à contre-pied de la division qu'on essaie de semer dans nos têtes au quotidien. Ces liens qu'on a réussi à tisser, c'est un acquis pour la suite et pour les futures mobilisations. Parce que les futures mobilisations qui vont arriver contre le gouvernement Macron, nous, on n'a pas le pouvoir de les déclencher, évidemment, sinon on l'aurait fait depuis longtemps. Mais par contre, on devrait être capable, nous les travailleurs, d'en prendre la tête et d'y défendre un programme qui corresponde réellement à nos intérêts de classe. Et je terminerai là-dessus, juste en rappelant les revendications que Philippe Poutou a défendues pendant la campagne présidentielle. La première, c'était l'augmentation généralisée des salaires, des minima sociaux et des pensions de retraite, pour qu'il n'y en ait pas une seule en dessous de 1 800 € net. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un minimum, simplement pour pouvoir payer ses factures et son loyer, surtout quand on habite à Paris. Et puis, on doit aussi réclamer l'indexation des salaires sur les prix, ce qu'on appelle dans notre jargon l'échelle mobile des salaires, pour éviter qu'on nous reprenne d'une main ce qu'on nous a donné de l'autre main. Ensuite, on réclame également l'interdiction des licenciements et des suppressions de postes. Parce que contrairement à ce qu'on nous fait croire au quotidien, c'est pas à cause des jeunes qui seraient devenus feignants, ou à cause des travailleurs qui manqueraient de formation qu'il y a près de 6 millions de chômeurs en France. C'est à cause des plans de licenciement et des suppressions de postes dans les services publics. Et puis, ça fait maintenant 40 ans qu'on a des soi-disant experts qui nous expliquent dans les médias qu'il faut que les entreprises puissent licencier plus facilement pour pouvoir embaucher derrière. Et ça fait 40 ans qu'on facilite les licenciements, que les différents gouvernements de gauche et de droite se sont attelés à ça. Et ça marche pas, le chômage continue d'augmenter. Et le fait qu'il y ait autant de travailleurs sans emploi, ça pèse sur ceux qui en ont encore un. On leur explique que si les conditions de travail ne leur plaisent pas, ils n'ont qu'à aller voir ailleurs, qu'il y a des millions de chômeurs qui attendent pour les remplacer. Alors on doit aussi réclamer le partage du temps de travail et de la charge de travail entre tous. Parce que bien souvent, c'est un argument qu'on nous ressort pour justifier les suppressions de postes. À la SNCF, par exemple, on nous dit que dans certains triages, il n'y a plus suffisamment de trains. À la Poste, on nous dit qu'il y a de moins en moins de courriers à distribuer. Les salariés de GMS, on leur dit qu'il y a de moins en moins de commandes de la part de Renault et de PSA.
Et bien tant mieux alors, s'il y a moins de travail, réclamons la diminution du temps de travail, la diminution des cadences, sans perte de salaire, et travaillons toutes et tous. Et un taux de chômage aussi fort, c'est aussi c'est bien sûr une catastrophe matérielle pour notre classe sociale, mais c'est aussi une catastrophe morale. Parce que pour le grand patronat, c'est aussi un moyen de semer le poison de la division entre nous, de semer le poison de la division dans nos têtes, et de nous faire croire que les travailleurs français doivent défendre leur emploi contre les travailleurs étrangers. Et donc d'accepter de nouveaux reculs encore une fois. Ou encore nous expliquer que c'est les travailleurs détachés ou les immigrés qui viennent voler le travail des Français. Alors ça fait jamais de mal de le rappeler dans cette période où les idées réactionnaires progressent. Nous, au NPA, on défend les intérêts des exploités, mais de tous les exploités, quel que soit leur pays d'origine, leur couleur de peau ou leur religion. En clair, de par nos conditions de vie et de travail, on est beaucoup plus proche des travailleurs étrangers que des patrons français. Donc voilà, pour terminer, on vous appelle à voter pour les candidats du NPA et dans toutes les circonscriptions où malheureusement on n'a pas pu être présent, à voter pour les candidats de lutte ouvrière qui se présentent sur un programme assez similaire au nôtre. Parce qu'on est les deux seules organisations à dire que même si ces élections ne nous permettront pas de changer la situation sociale, ça on n'y croit pas, au moins elles peuvent nous servir à nous rassembler sur un programme de classe et à gueuler haut et fort qu'une partie de la classe ouvrière, même minoritaire, est prête à relever la tête et à se battre pour défendre ses intérêts.